Bonjour et bienvenue dans le podcast de Ruche et Lofer. C'est l'ancienne conseillère fédérale Micheline Calmiret qui nous fait l'honneur de venir dans le podcast aujourd'hui. Micheline Calmiret a été conseillère fédérale de 2003 à 2011 et présidente de la Confédération en 2007 et en 2011. Avec elle, nous allons parler d'Iran, de l'actualité bien sûr de la guerre avec Israël, mais aussi du rôle de la Suisse en tant que médiateur diplomatique entre l'Iran et les États-Unis. Nous allons parler aussi du rôle de la neutralité, nous allons parler d'Europe et de tant d'autres choses sur lesquelles son expérience et son point de vue sont absolument remarquables. Un excellent podcast à vous, merci de votre fidélité et à très bientôt. Bonjour et bienvenue dans le podcast de Ruche et Lofer. Aujourd'hui est une journée particulière car nous avons le grand plaisir de recevoir l'ancienne conseillère fédérale Micheline Calmiret, qui fut conseillère fédérale de 2003 à 2011 en charge du département des affaires étrangères et présidente de la Confédération en 2007 et en 2011. Micheline Calmiret a beaucoup œuvré notamment sur la question iranienne, qui est aujourd'hui le sujet de notre discussion, évidemment, à la suite de ce qu'on appelle maintenant d'une manière presque un peu comique, la guerre des 12 jours, puisqu'elle a immédiatement duré 13, puis 14, puis 15 jours. Cette guerre qui était illégale au sens du droit international, qui a été menée probablement sans la connaissance ou même le consentement des Américains qui ensuite ont volé au secours de la victoire avec leur B-2, cette guerre pose et soulève énormément de questions, mais aussi des questions qui sont liées à la Suisse, qui a une place particulière en Iran, étant donné que pendant des décennies, c'est la Suisse qui assure la voie diplomatique entre l'Iran et les États-Unis. C'est quelque chose qu'on sait assez peu à l'étranger, mais c'est une des réputations de la Suisse qui devrait nous rendre fiers, cette possibilité de gérer des bons offices entre des puissances peut-être pas ennemies, mais en tout cas opposées, et de mettre à leur service notre savoir, notre expérience, notre discrétion aussi. Ma première question pour la conseillère fédérale, je pense que c'est une question de principe en fait. C'est cette guerre ne nous choque presque plus. Ça fait maintenant des années qu'on voit des grandes puissances se lancer dans des conflits internationaux sans demander l'avis de personne, parfois même sans déclaration de guerre. Est-ce que, avec cette nouvelle guerre, cette fois-ci contre l'Iran, qui est quand même un acteur majeur, qui n'est pas une toute petite puissance, est-ce que on n'assiste pas vraiment là l'enterrement avec fleurs et couronnes du droit international au profit, tout simplement, de la force brute et du principe de puissance? Bien oui, je pense que cette guerre des 12 jours, comme vous l'avez appelée, elle a eu 2 conséquences majeures. La première, c'est que le droit international on peut se demander s'il est obsolète, s'il est dépassé. En tout cas, il est bien cabossé. Et l'attaque israélienne, c'est de fait une guerre préventive. Une guerre préventive qui est possiblement légal si le danger est imminent, ce qui n'était pas le cas puisque l'Iran ne disposait pas d'une bombe nucléaire qu'elle allait jeter le lendemain sur Israël. Et en plus sans autorisation du Conseil de sécurité. Donc c'était une guerre illégale. Et la Suisse, d'ailleurs, c'est une guerre interétatique entre deux États, Israël et l'Iran, non autorisée, illégale. Et c'est vrai que on a vu, il y a une personne, je dois dire, qui doit se réjouir et se frotter les mains, c'est Vladimir Poutine, parce que parce que son agression contre l'Ukraine, qu'on a condamnée à juste titre, en la qualifiant d'agression, cette agression de la Russie contre l'Ukraine a été violemment critiquée. On a sanctionné la Russie, alors que contrairement à ce qui s'est passé avec la Russie, on n'a pas entendu grand-chose du côté
du côté des pays occidentaux et pas du tout du côté des États-Unis, ils se sont associés et ils ont soutenu l'opération israélienne à l'encontre de l'Iran. Ça va même au-delà de ça, puisque l'Allemagne a dit, le chancelier allemand Merz a dit, Israël fait le sale boulot pour nous. Oui, mais ça c'est un commentaire qui m'a beaucoup frappé de la part de beaucoup de personnes en Occident. C'est un retournement en 24 heures. C'est-à-dire que jusqu'à un certain jour, c'était Israël est un État génocidaire qui massacre des enfants à Gaza. Et le lendemain du jeudi soir de l'attaque pour l'Iran, Israël, quel État merveilleux qui nous libère du régime des Mollahs. Et on dit, mais c'est la même politique menée par les mêmes personnes et par les mêmes armées. Comment est-ce que vous pouvez d'un seul coup, complètement faire fi de ces réalités-là? Ça me fait penser furieusement à ce qui s'est passé en 2003 avec la coalition qui est entrée en Irak. Hein, je veux dire, en prétendant que l'Irak, Saddam Hussein avait une arme de destruction massive, ce qui s'est révélé faux. Être un mensonge. C'était aussi une guerre illégale et la Suisse avait alors appliqué le droit de la neutralité. Ouais. On avait appliqué le droit de la neutralité, interdit le survol des avions par le territoire suisse, interdit les exportations d'armes, etc. Donc ça me rappelle vraiment cette situation. Donc c'est pas une situation nouvelle, hein, c'est une situation, c'est violation de la souveraineté des États sans qu'il y ait des conséquences sans que ça soit sanctionné. Hein, c'est pas nouveau. Et c'est à géométrie variable, et c'est la raison pour laquelle les États dits du Sud global ont quelques raisons de nous accuser d'appliquer des doubles standards. C'est-à-dire que quand nos intérêts sont en cause, on dit quand nos intérêts sont rien, et là on a les mêmes intérêts. L'Occident considère avoir les mêmes intérêts qu'Israël concernant le danger iranien. Donc là, on dit rien. Concernant la Russie, par contre, on a intérêt à sanctionner la Russie. Et donc là, on dit. Et ça, pour un pays comme la Suisse, c'est une catastrophe. Je pense que c'est une catastrophe, cette non-attention portée au respect du droit international. Concernant la guerre Iran-Israël, c'est une catastrophe du point de vue de la violation des souverainetés des États, parce que la cohérence de la politique étrangère, après, elle peut plus être invoquée. Je veux dire, on sait que on appelle ça, c'est du pragmatisme, hein, de la réelle politique. C'est un bien joli mot pour faire tout et n'importe quoi. Mais pour un pays comme la Suisse, qui n'est pas une grande puissance, c'est véritablement très difficile après à justifier nos positionnements, et c'est la raison peut-être pour laquelle notre ministre des Affaires étrangères se tait dans les 4 langues nationales. Hein, je veux dire, il ne doit pas être très à l'aise. Est-ce que je peux vous demander, vous qui avez cette longue expérience du gouvernement, cette rupture de neutralité qui est appelée par tellement de Suisses, que Jean-Daniel Ruche combat avec abnégation et courage, cette rupture de la neutralité. Qu'est-ce que vous dites, cette rupture de neutralité? Oui. Cet appel à la rupture de la neutralité suisse et de dire que maintenant on va se ranger du côté de l'Ukraine et puis qu'il faut aider, voilà. Dans tous ces cas-là, moi je pense, parce que j'ai lu Mayenberg, je pense au Délire général, son bouquin extraordinaire sur le général Villet et pendant la Première Guerre mondiale, qui n'arrêtait pas de presser le Conseil fédéral à se joindre à l'Empire allemand, pendant que son chef de cabinet noble, Grison, le pressait de joindre l'Autriche-Hongrie. Enfin, voilà, c'est autre temps, autre mœurs. Mais cette rupture de la neutralité qui, je pense que pour toute personne qui connaît un peu l'histoire suisse, la neutralité des 3 piliers qui sont les piliers institutionnels suisses, de la neutralité, la démocratie directe et le fédéralisme, c'est la neutralité qui est le plus fondamental, qui est le plus au cœur du système dans notre suisse. ADN, quoi. Voilà. Et ça a encore prouvé, les dernières études qui ont été faites montrent que la neutralité reste toujours au cœur de l'ADN des Suisses. Des Mais Suisses là, ce que je veux vous poser comme question, c'est qu'est-ce qui se passe si cette neutralité vient à être sérieusement remise en cause à l'intérieur de la Suisse et puis surtout pour les observateurs de la Suisse?
Bon, je pense que la pratique d'aujourd'hui, hein, elle n'a pas été modifiée. Ce qui a par contre eu un effet problématique pour l'extérieur, c'est la communication du Conseil fédéral. Hein, je veux dire, qui a été tellement mauvaise. Moi, j'ai dû corriger auprès de mes contacts internationaux. J'ai dû dire oui, mais la Suisse est toujours neutre. Non, 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 on n'a pas abandonné la neutralité parce qu'on a repris les sanctions de l'Union européenne. De fait, notre pratique n'a pas changé. Depuis l'année, je crois que c'était en 1990, où il y a eu l'attaque de l'Irak contre le Koweït, la Suisse a repris, a systématiquement, même avant de participer aux Nations Unies, même avant d'entrer dans les Nations Unies, la Suisse a systématiquement repris les sanctions décidées par le Conseil de sécurité lorsqu'il y avait une guerre déclarée illégale, et au cas où le Conseil de sécurité ne pouvait pas s'entendre, elle a repris les sanctions de l'Union européenne assez systématiquement. Pas toujours, mais assez systématiquement. Donc, il n'y a pas eu de changement de pratique. Et en fait, la reprise des sanctions, elle n'est pas contraire à la neutralité. La reprise des sanctions économiques, elle est justifiée par le fait que nous ne voulons pas servir de plateforme de contournement aux sanctions des autres. Bon, on peut appeler ça sanction, on pourrait appeler ça mesure, ce qu'on a fait lors en 2014, quand il y a eu l'annexion de la Crimée, on a pris des mesures, on n'a pas pris des sanctions. On pourrait ne pas reprendre systématiquement et totalement ce qu'on n'a pas fait d'ailleurs, les mesures de l'Union européenne, mais que partiellement, ou prendre nos propres mesures. Mais les sanctions économiques ne sont pas contraires à la neutralité. Elles sont considérées comme des moyens de remettre l'État qui est dans le mauvais chemin, si je peux me permettre, à retrouver la bonne voie, c'est-à-dire à le pousser à respecter le droit. Toute cette discussion sur les sanctions, pour moi, elle n'a pas vraiment de substance. La même chose pour ce qui concerne les exportations indirectes d'armes. Pour ce qui concerne les exportations d'armes, elles sont interdites. Et ça fait polémique, c'est pour ça que je vais en parler. Hein. Elles sont interdites s'il s'agit de production étatique, strictement interdites par le droit de la neutralité. Maintenant, entre deux États qui sont en guerre, évidemment. Maintenant, pour ce qui concerne les productions non étatiques, à ce moment-là, elles sont autorisées pour autant qu'on traite les deux parties en conflit de la même façon. Ce qui voudrait dire que si on avait autorisé des exportations d'armes produites par des entreprises privées suisses vers l'Ukraine, on aurait dû en autoriser vers la Russie pour traiter les deux parties, ce qui est évidemment... Ceci dit, le droit de la neutralité fait pas de différence entre les exportations directes et indirectes d'armes. Ce qui fait que, et c'est la loi suisse qui, si vous voulez, interdit, restreint donc on pourrait très bien éviter de mettre une clause dans nos traités d'exportation d'armes, comme quoi la réexportation vers des pays en conflit après tant d'années, c'est la discussion qui a lieu au Parlement. Pour moi, ça remet pas en cause fondamentalement la neutralité. Pour moi, ce qui remet en cause fondamentalement la neutralité, c'est les conflits qui ont changé de nature avec le temps. Hein. Quand le droit de la neutralité a été écrit dans les conventions de La Haye en 1907, les conflits étaient majoritairement interétatiques entre deux États. Et le droit de la neutralité traite de ça, les conflits interétatiques. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de conflits qui sont pas entre deux États. Et donc, le problème, c'est que là, le droit de la neutralité s'applique pas et que la Suisse peut faire tout ce qu'elle souhaite, hein, je veux dire, tout ce qu'elle veut. Et ça, pour moi, c'est un problème parce que comment voulez-vous expliquer aux Suisses, pas seulement à l'étranger, mais aux Suisses, que vous exportez des armes vers l'Arabie Saoudite, qui est un pays qui mène une coalition au Yémen, qui est engagé au Yémen, et puis vous n'exportez pas d'armes en Ukraine. Comment voulez-vous expliquer ça? Les gens comprennent pas. Et donc, pour moi, il faudrait que la pratique suisse s'inquiète aussi de savoir comment on traite quand les conflits sont pas uniquement entre deux États, mais entre un État et en guerre civile, par exemple, avec son opposition, ou bien comme à Gaza, avec les territoires palestiniens, avec Gaza. Donc, Est-ce que ça vous choque que la Suisse ait augmenté,
enfin que le SECO ait assoupli les règles d'exportation de biens à double usage vis-à-vis d'Israël, avec pour conséquence qu'en 2024, les exportations ont augmenté à 16,7 millions et que cette année, probablement, ça va dépasser ce chiffre. Oui, alors ça, si vous voulez, du point de vue du droit de la neutralité, c'est un problème. Parce que Israël est en guerre, elle bombarde le Liban. Contre un État, pas juste contre Oui, justement, contre un État, mais elle bombarde le Liban, c'est un État. Elle bombarde la Syrie, c'est un État. Elle fragilise ces États qui sont en train de conforter leurs institutions et leur gouvernance. Et puis, elle est en guerre contre, elle a été en guerre, maintenant la guerre est terminée, contre l'Iran. Et donc, à ce moment-là, la Suisse doit cesser d'exporter des armes vers Israël, vers l'Iran, vers toutes les parties en conflit. Elle doit cesser d'exporter des armes, ce qu'elle ne fait pas. Vous allez me dire, la guerre est terminée maintenant, Israël. Ouais. Mais Israël a encore bombardé Beyrouth il y a quelques jours. Donc, Israël est toujours en guerre contre des États. Donc, on devrait cesser non seulement les biens à double usage, mais quand on devrait ne plus importer, non, on achète des armes à Israël. Oui. Le patron d'Arma Suisse a rencontré la semaine dernière le patron de la plus grande entreprise israélienne d'armement qui s'appelle Elbit, à Chypre d'ailleurs. Ils se sont rencontrés à Chypre et tout ça est passé complètement inaperçu. C'était pour la fameuse question des drones. Oui, qui fonctionne. On a acheté Elbit, qui fonctionne pas. Enfin, un scandale après l'autre, entre les F-35 et les drones. Il faudrait pleurer, là, franchement. Si on peut parler des Juste armes. alors, sur cette question de la neutralité, je pense qu'un des défis, c'est ça, c'est l'évolution des conflits internationaux. Oui, mais alors pour justement, être crédible, il faudrait adapter notre pratique. Là. Et justement. puis l'autre problème que pose la neutralité aujourd'hui, l'autre défi que pose la neutralité aujourd'hui, c'est celui de l'obligation d'être capable de défendre notre territoire. Et c'est là que se pose la difficile question de la partenariat avec l'OTAN au travers du Partnership for Peace. Se pose la difficile question jusqu'où va la limite de la Suisse dit on a besoin d'avoir une armée, on a besoin d'avoir notre propre défense, mais on a aussi besoin d'interopérabilité. On a besoin de travailler avec les armées des pays voisins. Et c'est là que se pose la difficile question de jusqu'où est la limite de ces coopérations avec les armées étrangères. Alors ça, c'est une chose. Et puis, bon, on parlait d'Israël qui bombarde à tout va, mais en fait, maintenant, il est devenu assez manifeste que Israël fait la guerre pour faire la guerre désormais. Il y a une fuite en avant qui rappelle celle de Napoléon. Si je m'arrête de conquérir, mon peuple se débarrassera de moi. La question c'est, j'ai pas bien compris votre question. Mais aujourd'hui, la guerre, ça n'est plus que les armes. Je crois que la question d'observateurs, de géopoliticiens, la question une forme de troisième guerre mondiale. C'était une forme de troisième guerre mondiale a déjà commencé. C'est-à-dire que la guerre que les annonces que Trump a faites autour des droits de douane, etc., c'est une forme de guerre. C'est une forme de guerre nouvelle, mais c'est une forme de guerre. Avec ensuite des négociations intenses entre les États pour arriver à des résultats, etc. Et dans ce type de guerre qui sont des guerres commerciales, économiques, mais aussi on pourrait, moi je vis dans un pays, la Serbie, qui fait partie de toute une région de l'Europe, dont la population se fait siphonner depuis 30 ans, essentiellement par l'Allemagne. Ça a été maintenant, on compte que l'Europe de l'Est a perdu environ 25 millions de personnes, essentiellement à l'Allemagne depuis 1991. C'est une forme de guerre économique parce que ces pertes démographiques sont celles que l'on observe en temps de guerre. Et dans ce type de guerre d'un genre nouveau, qu'on peut appeler le 21e siècle, ou je ne sais pas comment est-ce que la Suisse peut jouer sa carte de neutralité? Alors, c'est des formes de guerre, mais le droit de la neutralité ne considère que les engagements militaires, elle ne considère pas. D'ailleurs, il y a un autre sujet qui est problématique pour ce qui concerne la neutralité, c'est les cyberguerres, les guerres qui sont menées et qui sont considérées par l'OTAN d'ailleurs comme des guerres comme relevant du domaine militaire.
Et là, il n'y a pas pour le moment, il n'y a pas de doctrine, il n'y a pas évidemment, le droit de la neutralité pouvait pas tenir compte de ça puisqu'il a été élaboré en 1907. Mais aujourd'hui, ce sont des guerres, ces cyberguerres. Et dans le domaine c'est militaire. Et donc là, la Suisse devrait aussi réfléchir. Moi, je pense qu'il y a des domaines de rêve pour la neutralité, mais ce sont pas des domaines de dire on abandonne la neutralité, mais au contraire de rendre notre pratique beaucoup plus transparente et beaucoup plus cohérente par rapport aux nouveaux défis qui se font jour aujourd'hui. Et parce que je pense que la neutralité aujourd'hui, la référence de la neutralité aujourd'hui, avec notre entrée dans les Nations Unies, c'est le respect du droit international. C'est le respect du droit international humanitaire, c'est le respect du droit international public, et ça devrait être la boussole de la politique étrangère de la Suisse. C'est pas prendre parti. Ce que je vois dans certains commentateurs, c'est qu'ils disent ah oui, si on appelle au respect du droit international humanitaire à Gaza ou au respect du droit international public en Iran, on ne respecte plus la neutralité. C'est pas vrai. En appelant au respect du droit international, on est vraiment dans notre rôle d'État neutre qui base sa politique sur le respect, qui base sa neutralité sur le respect du droit. C'est la neutralité aujourd'hui, elle a évolué. C'est la neutralité d'un juge qui implique que on constate les violations, on les condamne, on les sanctionne. Et là, c'est pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre, c'est prendre parti pour le droit. Et donc, je regrette vraiment beaucoup que c'est une pratique qu'on avait depuis les années 1990 et qu'aujourd'hui on abandonne par manque par le fait qu'on n'en parle pas, par le fait qu'on appelle au respect du droit, à la désescalade, à tout ce que vous voulez, mais que c'est pas suivi des faits. C'est pas suivi des faits et ça devrait être suivi des faits. On devrait le dire haut et fort. La neutralité n'est pas en question. Au contraire, la neutralité, c'est la neutralité basée sur le respect du droit international. Et ça vaudrait à la Suisse une reconnaissance internationale et un rôle tout à fait particulier. Parce que pour la Suisse, vous parlez de rupture de la neutralité. Moi, je veux bien, mais ça veut dire on n'est pas une grande puissance. On n'est pas une grande puissance. On va faire la guerre à qui? Non, mais donc pour nous, le respect du droit, le respect des initiatives, notre politique étrangère basée sur le multilatéralisme, sur des règles qui valent pour tout le monde, sur des conventions internationales. Nous, on est censé renforcer le droit. On est censé militer pour des conventions internationales dans tous les domaines, et pas seulement pour l'environnement, mais pour tout, pour le désarmement, pour etc. Ça me fait mal au cœur quand je vois que la Suisse n'adhère pas au traité pour l'interdiction des armes nucléaires. Notre rôle, c'est précisément de militer pour ça, pour des règles communes pour tous, pour le désarmement, pour l'écologie, dans tous les domaines. Et ça n'est pas violer la neutralité. Au contraire, c'est être en phase avec une neutralité qui est interprétée comme le respect du droit. Mais alors, d'où vient, selon vous, et là c'est une question qui est presque d'ordre psychosociologique, d'où vient en Suisse cette récente critique qui vient parfois de cercles très éduqués, supérieurs de droite et de gauche, contre la neutralité qui dit la neutralité c'est du passé, c'est un truc 20e siècle, ça marche plus aujourd'hui, etc. D'où est-ce que vous pensez que vient cet état d'esprit qui semble infecter beaucoup de nos compatriotes? Je pense qu'on ne connaît pas suffisamment la manière dont la neutralité est appliquée aujourd'hui. Ça vient aussi du fait que la communication du département fédéral des affaires étrangères est très ambiguë. Il considère qu'on est neutre si on dit du mal de l'un, du mal de l'autre, ou du bien de l'un et du bien de l'autre. mais quelquefois, il y en a un qui respecte pas le droit et qu'il faut, même si elle est partie au conflit, et qu'il faut condamner parce qu'elle ne respecte pas le droit. Et ça n'est pas, encore une fois, prendre parti pour l'un ou pour l'autre. C'est rappeler à chacun ses obligations en matière de droit international. C'est être complètement en phase avec la Charte des Nations Unies, c'est être complètement en phase avec
encore une fois, avec cette pratique de la neutralité qui a évolué depuis 1907. Et je pense qu'il y a une méconnaissance et surtout un manque de leadership de la part de la Confédération. Un manque de leadership parce que moi, quand je suis à des partenaires internationaux, parce que je fais partie de fondations qui œuvrent sur le plan international et qu'on me dit la Suisse, elle est plus neutre, c'est pas compliqué à expliquer, qu'on comprenne vite, je veux dire, si on explique clairement que la neutralité c'est ça, et je pense que même si la neutralité n'est pas à même de garantir notre sécurité à 100%, elle est à même de garantir, c'est un atout. C'est un atout, elle est à même de garantir notre soft power dans le monde et aussi notre capacité à proposer nos bons offices. Moi, j'ai des histoires à vous raconter. Quand certains pays vous disent vous n'êtes plus neutre, on vous veut plus comme médiateur, c'est arrivé notamment dans la médiation que la Suisse a menée entre l'Iran sur le dossier nucléaire entre 2006 et 2011, entre l'Iran et les membres permanents du Conseil de sécurité. C'est arrivé. Parlons un petit peu d'Europe, parce qu'on parle beaucoup des USA, de l'Iran, d'Israël, de tous ces acteurs qui nous rendent bien nerveux ces jours-ci. Et on semble ne pas entendre, ou pas assez, ou d'une manière très confuse, la voix de l'Europe, qui semble plus décousue et désunie que jamais, et au cœur de laquelle géographiquement se trouve encastrée la Suisse, qui a des rapports aussi assez ambigus avec son grand voisin. Qu'est-ce que l'Europe, à votre avis, est en train de faire par rapport à Israël, par rapport à l'Ukraine et à l'Iran? Où est-ce qu'ils en sont? Qu'est-ce qui se Je passe? souris parce que la pauvre Y Europe. a-t-il un pilote dans l'avion? La pauvre Europe, elle est tellement divisée que elle arrive même pas à s'entendre sur les conclusions d'un rapport, les mesures à prendre, les conclusions elles ont avec Israël. Je trouve ça tellement dommage. L'Europe est un des ensembles de pays qui donne le plus dans l'aide au développement, dans l'assistance internationale, dans le droit, dans les aides humanitaires, mais qui est un nain politique. On le voit maintenant. Je veux dire, dans la guerre de Iran et Israël, c'est intéressant de voir à quel point l'Europe se disait prête à négocier avec l'Iran, à commencer des négociations avec l'Iran, et tout d'un coup, Trump bombarde des sites nucléaires iraniens, coupant l'herbe sous les pieds des négociations européennes pour annoncer ensuite, Trump annonce ensuite qu'il reprendra directement les négociations entre l'Iran et avec l'Iran, États-Unis-Iran. Donc, les Européens sont en première ligne, si vous voulez, parce qu'ils ont une histoire et une expérience en matière de dossiers nucléaires iraniens, mais ils sont totalement marginalisés. Justement, ce qui est assez fascinant avec Trump, c'est que non seulement il joue le pyromane pompier avec l'Iran, il bombarde et puis ensuite il discute. C'est la paix, ouais. Mais plus que ça, contrairement à tous ses prédécesseurs depuis 30 ans, il a aussi négocié directement avec le Hamas la libération du dernier otage américain qui était là-bas. Donc il n'y a plus aucune limite pour lui dans sa politique transactionnelle. Puis là, on se dit, alors on voit que les Européens sont complètement négligés, voire méprisés. Est-ce qu'il y a un rôle pour un pays comme la Suisse dans ce monde où on a le leader de la principale puissance militaire du monde qui se sent omnipotent et qui veut régler tous les problèmes? Ça vous aura pas échappé que la semaine dernière aussi, un accord entre le Rwanda et le Congo a été signé sous les auspices de qui? Des États-Unis. De nouveau américaine. Quelle est la place pour un petit pays comme la Suisse, avec tout son soft power, à supposer qu'on avait encore tout le soft power qu'on avait peut-être à votre époque? Est-ce qu'il y a une place? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Oui, alors moi je donne l'exemple de l'accord qu'on a fait entre la Russie et la Géorgie pour faire entrer la Russie dans l'Organisation mondiale du commerce.
la Suisse peut être très utile quand les problèmes sont extrêmement techniques, il faut débroussailler le terrain. Là, en l'occurrence, entre la Géorgie et la Russie, ce sont Obama et puis Medvedev, à l'époque président de la Russie, de la Fédération de Russie, qui nous ont téléphoné et pour me demander si on était d'accord de reprendre la médiation. C'était un sujet inextricable. Ça veut dire que et la Russie et la Géorgie ne s'entendaient pas sur leurs frontières. Hein. Les uns considéraient l'Ossétie et l'Abkhazie comme étant une frontière intérieure et les autres considéraient ça comme une frontière internationale. À partir de là, vous mettez les douanes où? Et il s'agissait de poser des douanes puisqu'il s'agissait de contrôler le flux de marchandises selon les règles de l'OMC entre la Russie et la Géorgie. Problème insoluble. Oh, on va demander à la Suisse. On a réussi à faire entrer la Russie dans l'Organisation mondiale du commerce à l'époque en une année, en réglant le problème des checkpoints entre les deux, en ne mettant en réalité aucun checkpoint, mais en passant par des plateformes électroniques et des contrôles directement sur les camions, point d'arrivée ou point de départ. On a une très bonne diplomatie, il faut quand même l'avouer. On a de l'argent qu'on peut consacrer à faire ce travail en faveur des États qui en auraient besoin. Et par exemple, prenons la question de la solution, la solution politique au conflit avec Gaza. La Suisse, comme tous les États occidentaux, n'a qu'à la bouche la solution à deux États qu'on a défendue, qui revient dans la bouche de tout le monde et que tout le monde sait que Netanyahou n'en veut pas. Israël n'en veut pas et Israël est en train d'avancer vers un projet différent. Moi, je pense que la Suisse, qui a une grande expérience, encore une fois, du vivre ensemble, elle aurait peut-être les moyens d'éviter que la situation tourne en faveur d'une solution politique qui serait axée sur un État, Israël, avec une solution d'apartheid à l'intérieur. Et donc, je pense que c'est dommage que on ne peut pas, on n'est pas une grande puissance, on ne peut pas traiter de la guerre et de la paix comme le fait Donald Trump. Par contre, la Suisse, quand elle a fait c'est par exemple pour reprendre l'exemple entre la Russie et la Géorgie, mais on a fait aussi des médiations entre l'Arménie et la Turquie. À chaque fois, on a été extrêmement transparent. On a informé les grandes puissances, les États-Unis, la Fédération de Russie, l'Union européenne, à chaque fois, de tous les pas qu'on faisait et de toutes les manières dont on pouvait avancer ou au contraire de ce qui faisait blocage. Et là, on peut avoir un rôle sérieux, un rôle qui débloque des situations, qui apporte des solutions. Et je pense que si on veut être considéré dans le monde comme un État qui compte, on doit se rendre utile aux autres. Et on n'est pas utile en lançant des bombes. Voilà, on n'est pas, encore une fois, on n'a pas la puissance militaire de Trump. Et donc, mais par contre, on peut être utile d'une autre façon et on peut être respecté d'une autre façon en favorisant des évolutions du droit international humanitaire, droit international public, et en mettant notre bonne diplomatie à disposition d'États qui en auraient besoin. Mais bonne diplomatie, ça veut pas forcément dire, mais au secours, on est en train de vous faire la paix. On n'est pas Donald Trump, on n'est pas les États-Unis, on n'est pas la Chine. Non, précisément, c'est aussi pour ça que peut-être que les créneaux qu'on avait pu exploiter à l'époque, que ça soit l'initiative de Genève, dont vous avez été quand même migratrice, la grande prêtresse. Dans un premier temps. Mais après, on a développé le domaine technique, puisque c'est un opus de 500 pages qui reprend tous les problèmes un à un et qui essaye d'y apporter des solutions. Et maintenant, quelle que soit la solution puisque Donald Trump promet la paix la semaine prochaine entre Israël et les territoires palestiniens et le Hamas, voilà, on pourrait effectivement voir comment régler ça. Ces problèmes-là, ils restent. Le statut de Jérusalem, le statut des réfugiés, quelle que soit la solution qui est trouvée au niveau supérieur,
ces problèmes-là resteront et il faudra bien y apporter des solutions. Absolument. Et puis, soit on va dans une logique où, sur les plans techniques, on devra s'inspirer des solutions proposées par l'initiative de Genève, les 500 pages, comme vous dites, ou bien alors, l'autre option, c'est l'épuration ethnique et l'apartheid, et la constitution de Bantoustan ou de réserve d'Ania, qui semble d'ailleurs être l'option privilégiée par ce gouvernement israélien, avec les extrémistes comme Smotrich et Ben-Gvir, qui appellent ouvertement à la déportation de tous les Palestiniens. Et là, je comprends pas pourquoi la Suisse ne propose pas ses services pour essayer de trouver une solution qui soit pas celle de l'apartheid, même si c'est dans le cadre d'un État. Comment est-ce qu'on peut trouver une solution à ça? Et là, on peut être bon au-delà du grand accord de Trump avec les Palestiniens, avec Israël, etc. Moi, je pense que là, on aurait matière à lever le doigt et en disant pas d'apartheid, ça c'est pas possible, ça c'est contraire au droit, ça c'est discriminatoire, pas d'expulsion forcée, pas de déportation forcée, pas Mais de... je peux vous demander une question, madame Calmire. Vous avez pris une position qui était très contestée par le gouvernement israélien de l'époque, hein, c'était l'époque de Sharon. Oui, mais j'ai été les voir à plusieurs reprises, hein. J'ai quand même fait rentrer le Magan David Adom dans la société des Croix-Rouges et du Croissant-Rouge. Oui, Ça, oui, vous leur aussi donné quelque chose. Mais vous avez jamais été soumis à des pressions comme on dit que le gouvernement actuel serait soumis à des pressions israéliennes. Par exemple, lorsqu'on a refusé, enfin, on a abandonné l'idée de tenir une conférence à Genève, une conférence pour laquelle on avait reçu un mandat de l'Assemblée générale des Nations unies, et puis finalement on a dit non, il n'y a pas de consensus, on la fait pas. Mais vous avez aussi été soumise à ce genre de pression, et comment on fait pour résister à ce genre de pression? quand les pressions viennent de grands États comme les États-Unis, je peux vous dire qu'on dort pas très bien. Mais on essaye de parler avec eux, de les rassurer. Quand on a commencé notre médiation entre l'Iran et les les membres permanents du Conseil de sécurité plus l'Allemagne, il y avait les États-Unis n'étaient pas contents. Ça s'est su d'ailleurs à Berne parce que l'ambassadeur des États-Unis est intervenu auprès des autres conseillers fédéraux. J'ai été au centre des critiques. Mais ensuite, lorsqu'on a bien expliqué ce qu'on faisait, qu'on était absolument transparent, les États-Unis ont tout à fait compris et même étaient très contents de notre rôle. À tel point que Madame Clinton a déclaré lors d'une conférence de presse qu'elle ne voulait pas d'ennui avec la Suisse à propos du secret bancaire parce qu'elle avait d'excellentes relations avec la Suisse concernant l'Iran et le rôle que la Suisse jouait entre les États-Unis et l'Iran. Donc vous voyez, je pense que c'est pas il faut faire exprès de provoquer ou de... Oui, mais l'art de la diplomatie, c'est aussi l'art du contact humain. Voilà. Et puis, j'imagine que vous saviez nouer les contacts, ou vous étiez en contact avec Hillary Clinton ou d'autres régulièrement. Bah, il a fallu, parce que il a bien fallu expliquer ce qu'on faisait. Oui, mais ça veut aussi dire qu'à Washington, ils prenaient le téléphone quand vous appeliez ou qu'eux vous appelaient. Voilà. À Bruxelles aussi. À Bruxelles aussi. On me téléphonait pour me demander, vous en êtes où, là, avec, entre l'Arménie et la Turquie? Qu'est-ce que vous faites? Ça traîne un peu, etc. Et donc, moi, je leur disais, mais écoutez, on a quand même quelques petits problèmes entre la Suisse et l'Union européenne. Est-ce qu'on peut en parler? On me disait, oui, oui, on a 5 minutes, là. On va en parler. Et donc, on réglait nos problèmes aussi, hein, parce qu'on avait accès. Ça met de l'huile dans tous les rouages. Oui, effectivement. exactement. On est C'est assez utile aux facile. autres, on est utile aux autres, on n'est pas un État profiteur. On n'est pas un État profiteur parce qu'on est neutre, on est indifférent, on se fout du reste du monde, on est assis sur nos montagnes et puis on regarde les autres s'entretuer. Non, on est utile au monde, on mouille sa chemise. C'est pas parce qu'on est neutre qu'on prend pas des positionnements en faveur du droit, qu'on n'essaye pas de venir en aide à ceux qui sont en difficulté. Et je crois que ça, c'est l'essentiel, c'est d'être prévisible. Et si on réussit à expliquer à nos partenaires que, écoutez, toute violation du droit sera condamnée, on va se battre pour le respect du droit, mais ça ne nous empêche pas d'avoir des relations diplomatiques, des relations de confiance.
Et c'est très compris, c'est très compris. Même par les Russes, j'imagine. C'est très compris par Lavrov, c'est extrêmement bien ce que veut dire la neutralité suisse. Mais alors, justement, il nous traite de pays hostile, c'est une posture, hein, mais il sait oui. très bien ce que c'est. Et Vous venez de... quand les États-Unis sont entrés en Irak en 2003, Colin Powell, que j'ai rencontré à Davos juste avant leur entrée Je me souviens. je lui ai expliqué que s'il le faisait, nous appliquerions le droit de la neutralité. Il m'a dit, mais madame, je serais vous, je ferais la même chose. Je comprends très bien. Je comprends très bien, il n'y a pas de problème. Je serais vous là-dessus, je ferais pareil. Vous venez de décrire une caricature de la neutralité du type assis sur ses montagnes qui regarde le reste du monde et qui s'en fiche, sachant que c'est tout de même en bonne partie pas une caricature, mais la réalité de la vision de la neutralité telle que défendue par une partie, je pense, croissante de Suisses. Et non, moi je pense pas. Moi je pense pas. Je pense que c'est quand même la position de l'UDC par rapport à une neutralité. Oui, mais c'est pas une partie croissante des Suisses. Non. Parce que si vous regardez les réactions par rapport à Gaza, oui. Si vous regardez ça, les Suisses sont... Alors on dit qu'il y a un Rushdie-Graben, que les Suisses romands sont beaucoup plus sensibles à ces questions-là que les Suisses alémaniques. C'est possible. Les Suisses alémaniques sont plus alignés sur les positions allemandes et nous, on est plus Genève internationale, multilatéralisme, etc. Mais c'est pas vrai. Je pense que vraiment les Suisses sont attachés à la neutralité, mais il faut juste que du côté du gouvernement suisse, on ait une certaine cohérence dans l'application de la neutralité. Et je crois même que même au sein de l'UDC, vous trouverez des personnalités de premier plan qui sont très fiers. Quand, par exemple, les Russes et les Américains et les Chinois se rencontrent à Genève pour négocier sur leurs différends commerciaux, d'ailleurs, une des personnes au DFAE qui a mené une partie de cette médiation pour les attirer à Genève, il est lui-même un ancien secrétaire général de l'UDC. Donc, vous avez aussi dans ces milieux-là une espèce de fierté nationale en disant on peut jouer un rôle. Oui, mais moi, je pense que l'idée de neutralité active reste tout à fait valable. C'est un rôle de sommeiller, c'est pas un rôle de médiateur. Attention. Parce que c'est bien joli d'être un État hôte, de mettre des hôtels particuliers ou des locaux à disposition, de servir le café, mais c'est pas encore apporter de la substance aux négociations. Ça, c'est de la médiation. Et là, je pense que l'UDC, certains Suisses auraient quelques problèmes à considérer que on est entre deux parties en conflit. On est médiateur, on essaye de trouver des solutions politiques, on prend pas parti là-dessus. Moi, je pense que là, ce qui est essentiel, c'est que pour cette partie de l'opinion publique, ce qui est important, c'est qu'on nous demande, c'est que nous recevions le mandat. Donc mais pas que nous nous imposions ou que nous donnions l'impression que nous essayons de nous imposer comme médiateurs. Oui, mais pour moi, c'est là la nuance. Non, mais c'est bien joli d'attendre les demandes, mais pour qu'il y ait demande, il faut, pour qu'on soit crédible dans un rôle de médiateur, il faut qu'on ait des canaux de communication préétablis. Comme ça a été le cas en Iran, par exemple, parce que on représentait les intérêts américains en Iran. Et donc là, quelque part, il y a une des parties qui s'est adressée à nous en disant, ben voilà, et puis en ce qui concerne l'Arménie, Turquie, la Géorgie et la Russie, quand on a eu le mandat de double représentation des intérêts russes en Géorgie et géorgiens en Russie, c'est parce que là, il y a eu rupture des relations diplomatiques entre les deux pays et on a offert nos beaux offices. On a été proactif. Là, on a été proactif. On avait des canaux de communication excellents avec la République, avec la Fédération de Russie. On avait des canaux de communication excellents avec Saakachvili. Et donc, ça a permis, si vous voulez, que quelque part, on se mette en avant, prenne une initiative en étant à peu près certain de réussir. Donc là, je pense qu'il faut pas seulement être passif, mais quand on sent qu'on a des compétences, quand on sent qu'on pourrait apporter quelque chose,
dans une solution politique qui se dessine, il faut aussi proposer. Il faut dire, OK, on peut. Encore une fois, ça coûte très cher. Ça coûte très cher de faire des opérations de facilitation, de médiation, etc. Ça coûte de l'argent. Ça coûte l'investissement de diplomates suisses qui font ça. Ça coûte à peu près l'équivalent de 2 roues d'un F-30. Non, ça coûte quand même pas mal, hein. Quand on a fait la médiation entre l'Arménie et la Turquie, ça a duré 3 ans. 3 ans pendant lesquels tous les jours, on consacrait au département 1 heure ou 2 à cette médiation. Sans compter les voyages, sans compter Et ce qui est intéressant, c'est que on a fait rire les Américains parce que, je vous raconte une anecdote, on se trouvait à Istanbul pour rencontrer Obama, président des États-Unis, qui voulait rencontrer les acteurs turcs et les acteurs arméniens, et avec nous comme médiateurs. Et au dernier moment, le ministre des Affaires étrangères de l'Arménie a dit « Je viens pas. Je viens pas à Istanbul, je veux rencontrer personne, je suis contre tout, je veux plus rien savoir. » Et moi, je me trouve à l'aéroport à Istanbul avec les Américains. On fait la tête. On dit c'est pas possible, il veut pas rencontrer le président des États-Unis. Et puis le ministre des Affaires étrangères arménien nous dit de toutes les façons j'ai plus d'avion. Je peux pas venir, j'ai plus d'avion. Je peux pas venir. Et puis moi je dis mais nous on vient d'arriver avec notre petit Fokker 50, on peut te l'envoyer. Je le tutoyais. On peut te l'envoyer, on l'envoie à Yerevan, et puis tu viens avec cet avion jusqu'à Istanbul. Et l'Américain de rire comme un fou, parce qu'il a dit, mais on a besoin du Fokker 50 de la Suisse, parce que nous, avec notre avion, on peut pas atterrir à Yerevan. On arrive gentiment vers la fin de ce podcast, et en fait, je voulais faire une petite question provocatrice de politique fiction. Imaginons que Micheline Calmiret est de retour aux affaires, elle est conseillère fédérale en charge des affaires étrangères. Nous sommes à l'été 2025. Si vous aviez aujourd'hui 3 mesures immédiates à prendre, quelles seraient-elles? D'abord Gaza. D'abord la question de l'aide humanitaire à Gaza. Je veux dire, ce qui se passe à Gaza avec une aide humanitaire militarisée qui fait des dizaines et des dizaines de victimes tous les jours. Hein. Ça, c'est pas admissible. Et là, je crois que je me démènerais vraiment pour que ça se passe différemment. Auprès d'Israël, auprès du Hamas, auprès de tout le monde, auprès des États-Unis, auprès de tout le monde. Et ça fait quelques mois que ça dure, ces problèmes d'aide humanitaire. Hein. Ça veut dire on a quand même commencé par couper les arrivées d'aide humanitaire. Donc, je trouve ça c'est insoutenable, ce qui se passe à Gaza. Donc, ça serait première priorité, c'est d'arrêter ça. Hein. Je veux dire d'arrêter ça. Deuxième priorité, je pense que j'essaierai de faire quelque chose entre l'Ukraine et la Russie. Voilà. Et puis troisième priorité, c'est régler les problèmes de la Suisse avec l'Union européenne. Ça, je pense que c'est important. C'est important. Et j'ai un petit problème quand même avec ces accords des bilatérales 3, c'est que on va voter en 2028. Semble-t-il, il me semble que c'est loin, très loin comme horizon. On ne sait pas ce qui peut se passer. On ne sait pas comment va évoluer l'Union européenne. Bon, c'est un accord sectoriel qui vise, c'est pas un accord général global de partenariat ni un accord d'entrée de la Suisse dans l'Union européenne, mais néanmoins je pense que c'est un accord important pour la Suisse et je trouve que c'est très loin. Et encore une fois, plus le temps passe, l'Union européenne convainc en Suisse. Plus il y a de sceptiques. Et je trouve que c'est prendre vraiment des risques de reporter le vote jusqu'en 2028. Jusqu'après les prochaines élections fédérales, c'est un calcul de politique intérieure. Voilà. Eh bien, je vous remercie, Madame la conseillère fédérale, de votre participation à ce podcast, à vos réponses qui ont été franches sur des sujets compliqués, qui restent compliqués. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir bientôt sur le podcast parce que au rythme où les choses évoluent, on a l'impression que le monde, tous les matins, change de couleur. Donc, on est vraiment... nous, Jean-Daniel et moi, sommes
hélas, pas à court de sujets de discussion. Oui, je crois. Euh, Oui, j'en En tout suis sûre. cas, nous vous remercions vraiment beaucoup pour votre confiance et votre présence et vos réponses tout à fait intéressantes. Et j'espère à très bientôt. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup pour l'invitation. J'ai eu plaisir aussi à échanger avec vous. Et je vous souhaite une belle journée, sans trop de surprises. Merci beaucoup, Madame Calmire, et à bientôt. À bientôt. Au revoir.